ce sont des choses, si tu écoutes bien, ouais, on est très triste hein, parce qu'on aime beaucoup notre ville, mais si tu écoutes bien nos morceaux depuis de nombreuses années, c'est l'amorce d'une glissade qui commence il y a une vingtaine d'années, quand dans certains quartiers de Marseille, pour commencer, au niveau de ce qu'il y a à faire culturellement, sportivement, parce qu'on en parle très peu, mais certains stades ont des grillages qui montent jusqu'à 10 mètres, tu vois, pour être sûr que des gamins de 8 ans ne peuvent pas aller jouer au foot. Mais ça fait 10 ans que c'est comme ça, plus de 10 ans que c'est comme ça. Donc, et ça a commencé, tu te rappelles, avec cette histoire d'Herbel, où ils ont constaté qu'il y a dans une cité, des jeunes de quartier imitaient le fonctionnement du crime organisé. Voilà. Donc ils étaient intervenus en 1991 avec le GIPN, ils avaient saisi des sommes d'argent colossales et tout était réinvesti en bourse. Les gamins de 20 ans, ils achetaient des actions. Ils réinvestissaient, ils prenaient des SICAV. C'était la première apparition vraiment d'une organisation très poussée dans un quartier. Depuis cette date-là, ça n'a cessé de continuer. Mais pourquoi à un moment donné? La situation de la ville, elle est très compliquée. C'est une ville qui est coupée en deux. Et ça ne plaît pas aux gens d'Amérique quand on dit ça, mais c'est une réelle ville avec un mur imaginaire qui coupe la ville en deux, avec des choses qui se passent dans une partie de la ville et un entretien, même je vais te dire, ça va jusqu'aux arbres. Les plantes ne sont pas les mêmes dans un endroit de la ville et dans l'autre endroit de la ville. Des poubelles, dans les quartiers nord, c'est des arbres tout pourris, tout claqués comme ça, et tu passes dans les quartiers sud et d'un coup il y a des plumbagos, des essences magnifiques. Même le sud, tu as le droit au Vélib et au nord, non. Voilà, par exemple, il y a le Vélib dans les quartiers sud, il n'est pas dans les quartiers nord. Ça, il faut le savoir. Ça. Et plus grave encore, les subventions sont concentrées sur des spectacles et des événements culturels qui concernent 1% de la population. Et ces gamins, dans tous ces quartiers-là, n'ont que la télévision pour se cultiver. Et quand tu vois la télévision et que tu vois certaines chaînes, on les connaît tous. Et le niveau des programmes et les valeurs qui y sont défendues, je te dis, c'est la fin des haricots. Quand tu as des gamines de 6 ans qui veulent dire moi je veux être une star, qui voit une fille qui a fait des cascades avec des joueurs de foot qui monte sa marque et qui est reconnue et à qui on descend une médaille comme en première page des magazines, quand ils voient qu'il y a des candidats dans des émissions où il y a des concours où on récompense le fourbe et celui qui trahit ses copains, c'est vu comme des grandes valeurs et à qui on rabâche toute la journée, ben, si t'as pas la voiture, t'es une merde. Je vous rassure que les hommes politiques, tous bords confondus, se rassurent. Ces gamins-là, ils sont super bien intégrés. Ce sont des bonnes personnes consuméristes, ce sont des bons libéraux. Sauf qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas les diplômes et les métiers pour avoir accès à ce à quoi, voilà, à leur rêve et à ce à quoi les autres ont accès. Mais c'est ça, ils ne prennent pas la force après. Ils n'ont peut-être pas les noms et la couleur qu'il faut aussi pour accéder à ces métiers-là. C'est certain. Et pourtant, ils appliquent exactement les mêmes recettes. Je veux dire, le mensonge, la fourberie, la trahison, on va dire, c'est le quotidien des hommes politiques. Donc, ouais, mais même dans ce domaine-là, il y a des moyens, des différences de moyens. C'est clair. Parce que surtout, c'est pas voulu, même sur Marvel, il y a beaucoup on a pris le parti dans cet album d'avoir une omniprésence de tous les membres du groupe. Et à commencer, je me rappelle de la première réunion qu'on avait eue chez moi en juillet, on a dit il va y avoir des scratchs de partout. Et ça aussi, c'est les fondamentaux. Hein. Ça, moi j'en veux beaucoup aux acteurs du rap, notamment aux rappeurs. Dans l'ensemble de la pratique de la musique, les rappeurs qui ont attaqué les DJ qui utilisaient leur voix pour des scratchs. Donc on a donné des leçons à des autres musiques, on a râlé après la soul parce qu'ils nous traînaient au tribunal quand on prenait une boucle de sample de soul, mais il y a des rappeurs, il faut savoir, qui ont attaqué d'autres groupes parce qu'ils utilisaient leur voix en scratch. Ça s'appelle scie à la branche. Ça s'appelle détruire le hip-hop. Et nous, on voulait absolument
qu'il y ait des phrases. Donc après c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de phrases internes, très peu, parce que maintenant il faut clearer les phrases, tu comprends, il faut demander aux éditeurs quand tu scratches des phrases d'autres groupes. C'est carrément l'assassinat de notre culture. Après avec le background qu'on a, on avait largement de la réserve pour trouver des phrases et les scratcher, suffisamment de phrases. Et pour les musiques de film, on a carrément appelé les acteurs français, les doubleurs, Benoît Allemann et Eric Carson. On a pris les vraies voix pour leur faire des phrases différentes. Qui doublent en fait des acteurs dans des films qu'on voulait. Donc ça aussi c'est compliqué. Quand tu prends une voix d'un film, c'est faisable en live, c'est faisable sur une mixtape opaque, mais si tu sors un album à grande échelle, vaut mieux éviter. Oui, faut faire attention maintenant, hein, tout est attaquable. Poser un couplet avec une feuille Clairefontaine comme ça, si tu le filmes, tu peux te faire attaquer par Clairefontaine. Petit conseil, vaut mieux être un DJ électro, mettre comme la main comme ça, toucher les basses et les aigus. Les basses et les aigus. Il y a un peu les médiums quand même. Les basses et les aigus, tu fais comme ça, tu fais semblant de mixer, et tu touches 15% d'arrangement sur le disque que tu joues, tu vois, plus que si tu samples, que si tu fais un morceau. Le problème du rap, c'est que vu que c'est considéré comme un sous-art, malgré que le rap soit la musique qui a duré le plus longtemps dans les charts, qui est la musique majeure du 20e et du 21e siècle, il y a toujours une considération, y compris à tous les niveaux, qui est lamentable. Par exemple, moi, je juge qu'une émission d'IAM, à l'avenir, si on en a une, c'est d'arriver à faire accepter à la SACEM des changements de règles pour l'utilisation du sampling, mais c'est très compliqué. C'est pas méchant comme ça. Tu sais que Beethoven avouait que lui-même qu'il samplait. Hein. Il disait qu'il démarrait ses symphonies en écoutant les mélodies du chant des oiseaux. Tu vois un peu si on avait dit à ces malheureux qu'ils pouvaient déposer leur truc. Les Piaf auraient été milliardaires. Les Piaf comme ils seraient bien à l'heure actuelle là. King Piaf. On ne leur a pas tout dit. Comme on dit, prends-en de la graine. Oh là, ça y est, c'est parti. J'aurais les poumons noircis par la ferraille. Parce qu'il avait déjà un métier, Parce que je suis chaudronnier de base, je pense que non, quand même non. J'étais chaudronnier, mais à la fois je faisais beaucoup de danse, donc je pense que j'aurais continué à danser plus. Et puis c'est un chat, je pense qu'il aurait fini par monter son dojo, parce que quand je l'ai connu, le rap l'a un peu tiré hors de la passion des arts martiaux, mais il pratiquait, il s'entraînait, il faisait le tour des camps pour aller... Non, c'était pas moi, c'était les collègues à moi qui habitaient à Saint-Henri qui faisaient ça. Qui faisaient le tour des camps pour prendre les gamins, pour les mener à l'école. Ils allaient réveiller les gamins à 7h30 pour être sûr qu'ils viennent en cours, parce que sinon les minots venaient jamais à l'école. Et il y avait la mer à côté, et nous on se rappelle qu'il allait se baigner entre midi et 2, il arrivait en cours devant les gamins avec du sel sur la gueule tout l'après-midi. Ça c'est le bon côté de Marseille, le petit plouf entre midi et 2, ça le fait ça. Et je pense que moi j'aurais fait archéologue, parce que même à l'époque du MIA, je m'étais réinscrit en fac d'archéologie parce qu'on ne vivait pas de la musique à l'époque de Planète Mars, et que voilà, je m'étais marié et j'ai dit bon, il est temps d'avoir un métier, d'arrêter de bricoler. Tu aurais continué et fini la mission de Champollion. Ouais, j'aurais fini comme les archéologues qu'on a vus français en Égypte. Franchement, tu vois, comme la France traite ses scientifiques, tu t'hallucines. Ils sont payés 2 francs 6 sous, ils sont dans des conditions mais pitoyables. Donc j'aurais fini sûrement avec une chemise à fleurs et une barbe avec des cheveux longs. À chanter San Francisco. Et toi François, qu'est-ce que tu aurais fait? Le ballon. Oh. Allez, fais pas le timide. Je serais débrouillé. Godin, Guérini, C'est eux les vrais bad boys. Tout le reste c'est dur. C'est comme l'exemple que je prenais l'autre fois, j'ai regardé les infos, j'ai vu au ballet classique de Moscou, on parle de danse classique, hein. Les mecs sont en collant et en tutu. Et ben il y en a un des 2 danseurs principaux du ballet qui a fait assassiner son concurrent. Le classique. Le classique. Le gangsta ballet. Les mecs, il est en collant. Gangsta ballet. C'est une trompette. Non, pas du tout. Je pense que nous, dans le rap, on est vraiment des rigolos.
Vraiment. Comparé à ça. Les bad boys de Moscou. Mais où va la danse classique? Casse-noisette de Tchaïkovski. Le lac des cygnes représente. Moi, il y en a deux, en fait. Je peux pas dire. Ils se répondent, en fait, les deux. Pour moi, c'est Demain, c'est loin et La fin de leur monde. Ce qu'on appelle, nous, le microscope, la vision du quartier, Demain, c'est loin, et le télescope, La fin de leur monde, qui est le même genre de morceau, mais plutôt une observation de ce qui se passe sur la planète. Pour moi, c'est des morceaux qui, lorsqu'on les joue sur scène, il se passe toujours quelque chose de différent. Sur Demain c'est loin, bon, c'est entendu, c'est pour nous, sans être un single, c'est carrément un morceau plus connu que des morceaux qu'on a, des tas de morceaux qu'on a sortis en single. Et pour La fin de leur monde, j'ai ce souvenir qu'on le jouait sur une brève tournée qu'on a faite et le spectacle était beau. J'ai un seul regret, c'est qu'on l'ait jamais filmé. Mais la tournée de saison 5, on jouait La fin de leur monde avec un écran de LED et on avait fait un clip fait d'images d'actualité. J'ai ce souvenir des fois sur certains soirs, il y avait les premiers rangs et beaucoup de filles pleuraient pendant le morceau en voyant les images. Les images sont insupportables, hein. Il y a des passages dans le clip, pour moi, mais tout est vrai. Dès que c'est les enfants, pas d'effets spéciaux, rien du tout. Qui me tue, donc je dirais ces deux morceaux-là pour moi. Et la plus belle des scènes? Égypte. L'Égypte, au pied des pyramides. On va dire c'est la plus magique. Avec le spot célèbre, le poste céleste qui descend comme ça doucement, et les pyramides derrière et le sphinx, ça j'avoue que... Plusieurs fois on se retournait, on regardait notre concert, je te jure ça m'est jamais arrivé. Je me disais, je me retournais, je me disais, qui a posé ce décor? Ouais, grave. En général les prestations de Khaled. Et surtout de Lotfi Bouchnak. Lotfi Bouchnak, c'est une légende en Égypte. C'est un chanteur soufi qui est une légende. D'ailleurs, sa performance. Sur Où va la vie, ouais. Sa performance, elle est. En plus, dans le lieu où il l'a faite, c'était magnifique. Il y en a une belle qui nous attend là, qu'on appréhende, mais on est très content de la faire. C'est un peu le miroir de l'Égypte. On joue le 21 juin prochain à Central Park. À New York, concert gratuit dans Central Park, donc ça va être un peu, pour nous il y a des points dans notre histoire de concerts comme ça. Après il y aurait peut-être celui à Kyoto qu'on devrait faire et à la Cité Interdite en Chine, mais il y a des endroits qui sont importants pour nous, New York, l'Égypte, la Chine, le Japon, voilà, c'est vraiment des endroits. J'ai oublié un truc. Et où j'ai oublié? Au Brésil. On produit un jeu différent, ça c'est notre... Jouer au Brésil pendant la Coupe du Monde, ce serait pas classe ça? Aller voir les matchs, chanter, prendre pour prétexte chanter pour aller voir des matchs. Ouais, c'est beau quand même. Si tu me dis Def Jam, je te dis Beastie Boys, je te dis Redman, LL Cool J, Radio, premier album, je te dis Original Concept, je te dis Public Enemy. Ouais, Ghostface. C'est avec un maxi de Def Jam que j'ai explosé dans la scène de ma mère. Je me suis fait tuer. Avec Public Enemy No. 1, j'ai joué 86, ça avait commencé, les deux enceintes, elles avaient fait comment ça était tombé. Je m'étais fait ruiner. Je m'étais fait tuer. J'avais 17 ans et demi, j'étais wanted à la maison. C'est sûr que Maxime Le Forestier, Renaud et Jean Ferrand, ils sont beaucoup moins axés sur les basses. C'était beaucoup moins dangereux. Il y a beaucoup moins de percussions si tu veux. Américain et français, hein. Parce que nous en fait on écoute beaucoup de rap US, on a grandi depuis 1980, on écoute du rap US, mais en France heureusement il arrive une nouvelle génération, je peux en citer plein, hein. Si je commence à les citer, on va Flint, Taipan, Virus, tous les gars de l'entourage, 995, Aurel San, même Youssoufas il est entre deux générations. Je pense que tous les événements comme Kanaki Kid, comme Rap Contenders ont donné naissance, tu vois, même des petits comme Jazzy Bass, tout ça, il y a des trucs super frais dans ce qu'ils font. En fait je les découvre surtout grâce à mon fils qui a 18 ans et qui écoute un peu plus de rap français que moi. Moi après je serai sur la génération qui est en face dans le miroir, c'est-à-dire Joey Badass, Toré, Skyzoo,
même des anciens hein, comme Planet Asia, des filles comme Rhapsody, des producteurs comme Crisis, Nine Wonder, Slum Village qui est un des groupes pour lequel j'ai le plus de respect parce que voilà, musicalement, le niveau il est monumental. Classique. Classique, Stan Smith, Air Force One. Stan Smith dans le passé. 2. Stan Smith, Air Force One. Classique, blanche. Rod Laver. Rod Laver, magnifique. Ah ouais, et bien blanche. Hein. Bien blanche. Surtout pas trop de bien traces. Blanche. Une paire par jour. Non, je sais pas. Non, quand même pas. Non. Moi j'aime bien, bizarrement, il y a des baskets que j'aime bien quand elles sont usées. En fait, François met plutôt des Nike New Balance, moi je mets plutôt Adidas New Balance, je joue plutôt Adidas. Par exemple, lui est plus superstar. Mais quand même, désolé, mais la Air Force One, l'été blanche, c'est du classicos de ces classicos. J'en ai 2 paires, je jongle, je les change régulièrement. La première c'est Stan Smith, pour l'Europe. Ah oui. Moi il n'y a qu'une paire de Nike. Ça c'était à l'ancienne. Stan Smith c'est... Devine, il y en a une paire de Nike. Tu as 2 réponses, parce qu'il y a 2 probabilités. Il y en a une que je mettais, mais je mets moins. Moi j'en ai mis à l'époque, j'ai eu les Air Max 1 à l'époque, mais ça, quand je les vois vraiment ça fait trop casquette posée sur la tête. Non, pourquoi Air Max 1 ça tue. Ça y est, ça va être la guerre. Non, moi j'aime pas trop les Air Max. Je charrie, j'ai fait exprès, je sais comment le titiller. Allez, tu as 10 secondes. Tu as 2 chances. Tu peux dire, il y en a une qui a été empruntée à Onitsuka, parce que les premiers modèles de Nike, c'est Onitsuka Tiger qui leur ont donné. Parce que le vendeur, celui qui a fondé Nike, était un vendeur Tiger dans l'Oregon. Et monsieur Onitsuka au Japon lui a donné 2 modèles pour commencer sa marque. Il y a la Cortez, la Cortez qui est un modèle de Tiger à la base. Mais surtout pour moi, c'est la Wimbledon. Wimbledon blanche avec la virgule turquoise. Les gamins, j'oscillais entre Rod Laver, Stan Smith, Nastase, Tobacco et voilà, Cortez. Non, moi j'étais dans la stade. Jamais eu carrément. Je suis dans la stade, même très vite tombé dans la B-Boy. Je n'ai pas trop été quartier longtemps. Mais celles-là sont plus belles que les stades. Pour moi, les courtes stars et les Rod Laver vintage, pour moi, elles sont même plus belles que la Stan parce qu'elles sont moins grosses. Ouais. Donc la courte star est une très belle basket, très sous-estimée parce que c'est la rivale de la Stan Smith. Et pour moi, elle peut être plus raffinée, la courte star. Peace, love et surtout having fun. Parce que l'histoire d'Ayam, on le dit souvent, c'est notre phrase, le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Et peace parce que c'est toujours comme ça que ça doit finir.